Avertissement. Cette émission est déconseillée aux personnes âgées de plus de 77 ans. Le jugement des parents est conseillé. Amateurs de bande dessinée, de Gogno et de Matraque Molle, bienvenue à E égale RG2, un projet de la chaire de recherche en études de tintinoludique de l'Université du Québec à Beauceville. Mon nom est François Angers, accompagné ce soir de Tania Beaumont. Salut! D'Olivier Morissette. Salut! Et de Guillaume Plante. Allô tout le monde! À E égale RG2, on parle de bande dessinée, mais surtout, on est à la recherche du Tintin perdu. Comme on a déjà tout analysé les bandes dessinées de Tintin pendant la saison 1, on le cherche dans d'autres BD pour pouvoir continuer nos recherches tintinoludiques. Et c'est pour cette raison que pendant l'été, on s'enferme à l'intérieur pour lire des BD parce que, comme le dit le célèbre proverbe, qui dit été dit BD. Et aujourd'hui, pour l'épisode 74, on cherche Tintin dans la série Jeunesse Aventurosaure de Julien Paris-Sorel, publié aux Presses Aventures. C'est quand même rare qu'on fait de la BD jeunesse, mais c'est cool. On est tellement ouvert d'esprit. Ben oui, puis il y a des dinosaures là-dedans, puis qui n'aime pas les dinosaures, là, hein? C'est de 7 à 77 ans aussi, ça, comme Tintin. Moi, je n'aimais pas les dinosaures quand j'étais petit, sauf que c'était faux. Je tripais et vivais pour les dinosaures. La dernière fois qu'on avait fait de la BD jeunesse comme telle, c'était dans le combat des genres. Oui. Oui, puis il me semble qu'on avait des vrais jeunes avec nous. On avait un vrai jeune, on avait Noé, un dénommé Noé Plante. Oui, que j'ai demandé s'il voulait parler de la bande dessinée sur laquelle on va parler ce soir, mais il a comme dit « Oh, je sais pas quoi dire. » Il est pré-ado. Ils grandissent vite. Hein? Trop vite. Hey, épisode 74, gang. Moi, quand on a commencé ça, je pensais jamais qu'on se rendrait à 73. Surtout qu'on a commencé à 1. Surtout qu'on a fait le tour du sujet à la première saison. Oui. On a comme 3 saisons où est-ce qu'on a juste jumpé le shark pour employer le jargon. Faire des recherches tintinoludiques, ça coûte extrêmement cher. Et on a quelqu'un avec nous qui coûte également extrêmement cher. C'est pourquoi on l'entend pas beaucoup. C'est Alex Drouin. Chaque mot que je dis m'est payé 5 $. C'est pas juste. Allez sur notre Patreon. Oui, pour vous encourager. On n'a pas. Non, allez-y pas pour vrai. Parce que... Non, Non, c'est on vrai. n'a pas, sérieusement, On n'a pas. allez-y pas. Mais ça m'empêche pas de vous dire que cette semaine, E égale RG2 est une présentation du parc thoracique. Depuis plus de 40 ans, c'est le spécialiste en attractions relatives aux parties internes du corps entre le cou et l'abdomen. Et oui, InGen a encore une fois dépensé sans compter afin d'offrir un parc d'attractions éducatif avec des choses que personne n'a vues ailleurs. Contrairement à nos précédentes avenues commerciales, dont nous n'avons malheureusement pas le droit de vous parler en raison de processus judiciaires en cours, toute la famille pourra s'amuser avec notre exposition d'organes internes dans leur habitat naturel et ce, sans danger de mort imminente. Vous êtes un amateur de structures ostéo-cartilagineuses. Le parc thoracique a tout ce qu'il vous faut pour vous émerveiller. Que ce soit pour admirer un sternum, des côtes, des poumons, un cœur, un diaphragme ou encore des muscles sternocléido-mastoïdiens, nos scientifiques ont passé des heures au labo afin de recréer fidèlement chacun des occupants de nos enclos comme ils se retrouvent dans la nature. Notre nouveau parcours d'Hébert Petit Intestin saura ravir les petits comme les grands. Un petit creux? Passez nous voir au kiosque repas pour vous régaler d'une de nos fameuses vertèbres fourrées à la moelle épinière bio. Votre estomac ne voudra plus repartir. Manger local, un régal. Le parc thoracique, l'espace famille pour vos souvenirs vitaux. Entrée payable en devise canadienne seulement. Les parties du corps ne sont plus acceptées à la billetterie. Ça a pris plusieurs takes, mais on l'a eu. Vive le montage. C'est le fun parce que souvent, on m'arrête dans la rue puis on me dit « Hey, votre podcast, c'est vraiment le fun, mais il manque tellement de jokes de torse. » C'est vrai. C'est réglé. Hey, dis donc, Alex, tu étais là la semaine passée pour l'épisode sur Archie. Est-ce que tu restes avec nous? Ben non, malheureusement, cette semaine, je peux pas rester avec vous. Voyez-vous, j'ai terminé tout à l'heure là, The Last of Us Part 2, un jeu qui est sorti là, il y a quelques semaines au PlayStation 4 et je dois passer la prochaine semaine en petite boule en position fétale à fixer le mur. Hey, spoil-nous pas. Non, mais je vais aller me mettre en petite boule pareil. C'est plate qu'il reste pas parce que je l'ai constaté avec l'épisode de la semaine dernière. Quand il est là pour tout un épisode, on a vraiment beaucoup plus d'écoute parmi le groupe d'âge des femmes d'âge mûr. Ah, ben là. C'est là qu'il score, hein? Ben oui, en tout cas, c'est pas grave. Alors, Aventurosaure, Guillaume, résume-nous, s'il te plaît, cette BD.
Aventurosaure, on peut trouver cette bête chez Prince Aventure. C'est une petite mine d'or de bande dessinée jeunesse québécoise qui publie également l'inévitable Agent Jean d'Alex A. Il y a aussi les Léons d'Annie Groovy, Jimmy Tornado, une série un petit peu moins connue, plus récente, mais qui gagne à être connue, et environ 950 albums de Garfield. On arrondit aux centaines près. Le premier tome s'intitule Le Réveil de Cory. Non, Le Réveil de Rex, excusez-moi, paru en 2018. Et le tome 2, c'est L'Héritage de Cory en 2019. Le tome 1 a quand même raflé une noble portion de prix, notamment rien de moins que le prix Dragon au Joe Shuster Award. Ça, c'est un prix sur la bande dessinée canadienne d'un océan à l'autre. Le prix Dragon, ça récompense la meilleure bande dessinée pour enfants pour le tome 1 d'Aventurosaure. Au Festival Québec BD, il y a eu le lauréat du BD Scosa pour le prix Yvette Lapointe, la meilleure BD jeunesse de langue française publiée au Canada, et également le prix Mélèze 2019. Ça, c'est un prix du programme de lecture ontarien Forest of Reading. Ça récompense le meilleur court mini-roman ou un livre d'images plus avancé. Et ce qui est vraiment nice, c'est que c'est un prix voté par les jeunes lecteurs de l'Ontario. Fait que ça fait vraiment un petit velours à avoir. Le texte et le dessin sont de Julien Paré-Sorel, qui a étudié son métier en faisant un baccalauréat en bande dessinée à l'Université du Québec en Outaouais en 2009. Après avoir fini ses études, il a contribué à plusieurs projets collectifs, dont une longue implication au sein de Front Froid, qui, on se l'appelle, nous a donné entre autres l'extrêmement tintinesque Far Out, n'en déplaise à mes collègues qui trouvent que c'était pas si tintin que ça. Mais bon. Taux total Tintin de 22, si je ne m'abuse. Ça, c'est discutable. Non, c'est la science. 32. Okay, 32 bon. quand même. Ah, ben quand même 10 de plus, hein? Chez Front Froid, il va également publier L'Étéonie en 2013, qui aurait été finaliste du prix BD Scosa du meilleur premier album au Festival de la bande dessinée francophone de Québec. Ça, c'était le Festival Québec BD, avant que ce soit le Festival Québec BD. Il a également publié chez Front Froid La Ligne Rouge en 2016, avec une pléthore d'autres auteurs et illustrateurs. Julien Paré-Sorel, ça va également il va être au dessin de l'adaptation en BD de la mythique série télé Dans une galaxie près de chez vous avec Pierre-Yves Bernard et Claude Legault au scénario. Là, c'est là que je ferai un long couinement super aigu, mais on m'a dit qu'en podcast, c'est vraiment un faux pas, fait que je vais me garder une petite gêne. Et Julien, c'est également une machine de guerre dans les spectacles d'impro BD. Et on a une bonne partie des animateurs de l'émission qui en font, puis il est bon. Motadine qui est bon. On fait de l'impro, on fait pas du dessin. En tout cas, pas moi. Je voulais juste spécifier ça. Aventurosaure, c'est aussi une des rares bandes dessinées à laquelle on peut attribuer une date de naissance très précise. C'est donc le 1er octobre 2015 où Julien Paré-Sorel a mis sur papier la première mouture des Aventures de Rex. Je sais ça parce qu'il faisait ça pour Inktober. C'est un défi où des illustrateurs de tous acabits font 31 dessins à l'encre pendant le mois d'octobre. Donc, un dessin par jour. Je sais qu'Olivier l'a déjà fait. Je l'ai fait aussi. C'est full le fun. Moi, je ne l'ai jamais fait parce que je dessine pas. C'est pour ça que je t'ai pas nommé Tania. C'est pas parce que tu es une fille. Parce qu'il y a plein de bonnes filles qui font Inktober. Oui. Donc, 30 jours après le 1er octobre 2015, M. Paré-Sorel avait entre les mains une aventure de 31 pages en noir et blanc, sans dialogue, qui plaçait des dinosaures dans un univers médiéval fantastique. Julien Paré-Sorel s'est rendu compte qu'il venait de pondre la deuxième meilleure idée de tous les temps, tout juste après des tortues qui font des arts martiaux dans les égouts, et il a pris une année complète pour la peaufiner. Il a ajouté ce qui manquait à son histoire, donc notamment de la couleur, des bulles avec du texte dedans, et oui, des personnages et un univers défini. On va se le dire, c'est très important aussi. Le dit univers en question tourne autour de Rex, un jeune dinosaure qui rêve de devenir le plus grand héros du royaume de Mésoïque. Malheureusement pour lui, les seules aventures qui s'offrent à lui, c'est de s'occuper de Rano, son père malade, et de régler des petites besognes banales pour aider les habitants de son village, Crétencia. Ça, c'est un peu comme un personnage niveau 1 de World of Warcraft qui doit trouver 15 prostates d'écureuil pour un gnome apothicaire. Et évidemment, Rex en veut plus, et malheureusement pour lui, il va être servi parce que, en revenant de récolter du bois, il découvre son village incendié par de très gros et très méchants dinosaures. Il se précipite chez lui pour porter secours à son père, mais trop tard, il est mourant.
Juste avant de rendre son dernier soupir, Rano, dans une scène touchante, remet son épée à son fils et lui murmure une quest. « Rex, tu dois la trouver. Tu dois la sauver. » Qui? On le sait pas tout de suite. Donc, rejoint par ses compagnons Gogo et Patchy, Rex est déraciné de son quotidien et va découvrir que son père, qui pensait faiblard, était en vrai un grand guerrier affaibli par la magie de Tyratops, un puissant sorcier diabolique et méchant et evil. Et il doit maintenant trouver et venir en aide à sa mère qu'il n'a jamais connue pour accomplir sa destinée. Et mes amis, c'est là qu'on est rendu. Alors, merci Guillaume, ça met très bien la table pour le sujet de ce soir. Comment ça va fonctionner? Tout d'abord, on va tous, à tour de rôle, vous donner notre appréciation de la BD. Et par la suite, on va faire un segment qu'on appelle le questiomètre, dans lequel on va prendre les personnages de l'univers de Tintin et on va essayer de leur associer un personnage dans Aventurosaure. Et c'est comme ça que peut-être on réussira à trouver le Tintin perdu. Et finalement, pour rendre ça encore plus scientifique, à la fin, nous allons donner une note qui est le taux total Tintin. Une note qui est basée sur la ressemblance, si vous voulez, avec les aventures de Tintin ou pas. Et donc, ce taux total Tintin sera basé donc sur ce critère et non pas sur si on a aimé ça ou pas. C'est Olivier Morissette qui commence d'habitude et on ne changera pas ça ce soir. Ben non, faudrait pas, hein? Ça serait dommage. Avant de commencer, Guillaume, tu mentionnais qu'effectivement, cette BD-là est née de Inktober. Julien avait fait une apparition au Salon du Livre là, cette année-là, puis il y avait des petits fanzines d'Aventurosaure qui distribuaient là, suite au Inktober. Puis j'en possédais un. Je repassais ça là, pour regarder un peu qu'est-ce qu'il y avait dans l'histoire, dans ces dessins-là, puis qu'est-ce qui est resté finalement dans la BD. Fait intéressant, il y a quand même plusieurs choses là, qu'on voit là, disséminées là, qui proviennent du Inktober puis qui ont fait finalement leur place, là, leur coupure finale là, dans l'histoire. Là. Fait que ça, je voulais quand même le mentionner. J'imagine que ça se trouve sur Internet, ces dessins-là. Je commence toujours en parlant un peu du dessin, de l'enrobage de cette BD-là. Pour ceux qui connaissent Julien, là, vous le savez, c'est un style assez expressif, assez dynamique. Là. C'est fait normalement à la plume, là. Des traits assez gras, mais quand même beaucoup de couleurs, là, beaucoup de diversité là-dedans. Je trouvais que c'était un objet vraiment intéressant là, à regarder là, visuellement. Là. Un beau livre, des couleurs efficaces qui servent bien le propos. On l'a dit, c'est des dinosaures dans un univers médiéval. Il y a une belle, je trouve, diversité de dinosaures aussi. Là. On reconnaît des espèces de dinosaures qu'on connaît ou pas. Puis, je pense que le design de certains personnages est vraiment super. Là. Il y a des personnages, à mon avis, très créatifs là-dedans, là, puis qu'on aime voir, là, puis juste apprécier pour ce qu'ils ont l'air. Ben, du côté de l'histoire, on l'a dit, c'est une BD jeunesse. Les thèmes ne sont pas très lourds, mais tout de même, je trouvais ça quand même relativement accrocheur. C'est une histoire là, qui se déroule dans un contexte là, qu'on connaît assez bien, là, celui du héros, là, parfois orphelin, dans ce cas-là, orphelin un peu plus tard dans le livre, ou pas. Donc, c'est ça. C'est une thématique là, des livres fantastiques qu'on connaît bien, mais tout de même, bien, à mon avis, bien exploitée. C'est une histoire là, qui nous laisse là, des petites brides d'informations, qui nous donne le goût d'aller plus loin. Je pense que ça, c'est bien réussi. Tu l'as mentionné un peu, là, ça faisait penser, j'ai aussi un peu pensé à l'agent Jean dans tout ça. Puis il y a beaucoup, je trouve, de clins d'œil là, aux jeux vidéo ou même à la culture populaire. Là. Une fois, lorsque les trois compagnons là, sont dans une ruine, là, ils mentionnent le nom de Tyratops. Là. Puis là, il y a un des personnages qui dit « On a le droit de dire son nom », tu sais, un peu à la Voldemort là, dans Harry Potter. Là. Fait qu'il y a une couple de places, là, c'est disséminé dans l'histoire, puis je pense que ça fait sourire, puis c'est intéressant aussi là, pour les lecteurs peut-être plus adultes comme nous. Aussi, dans le premier tome, hein, le Rex là, entame une quête avec ses amis, puis il part, là, comme tu l'as dit, du village de Crétinia, et puis ensuite, là... Crétencia, ah ouais, c'était trop évident. Crétinia, c'est comme le Shelbyville de Crétencia. C'est ça. Il n'y a pas une planète dans une galaxie près de chez vous qui s'appelle comme ça? Ça se pourrait. Il me semble, Écoute, en tout cas. il y en a beaucoup des planètes dans une galaxie près de chez vous. Pour un canon. Puis ensuite, là, se suit un petit voyage là, à partir de la montagne où est-ce que vit notre ami, j'allais dire Dactyle, est-ce que je me trompe? Je
C'est ça. Oui, Dactyle. Ouais. Et puis ensuite, là, il parcourt une plaine, puis il se rend un peu plus loin. Je me disais, c'est où ça que ça se passe, cette aventure-là? Parce qu'on sait que c'est dans le passé, hein? C'est la période des dinosaures. Donc ça, c'est cette terre que foule Rex, là, elle est foulée ensuite par des humains beaucoup plus tard. Puis là, je regardais la topographie pour me dire où est-ce que ça pourrait se situer. Hein? Puis on commence, comme je l'ai dit, où est-ce, dans le repère de Dactyle, dans une montagne qui est percée d'un tunnel. Ensuite, vient une plaine là, avec des ruines fréquentées par des malandrins. Hein, quelque chose d'assez plat. Puis on arrive finalement à un canyon. Hein, on traverse une rivière. Puis je me disais, peut-être sont-ils partis de cette montagne trouée qui pourrait être le Mont-Royal. Fait ensuite une plaine. Hein, une plaine, il parcourt là, vers l'est, vers la plaine pour arriver au village de Triazo. Moi, ça me fait penser beaucoup à Trois-Rivières. Puis là, puisqu'il traverse même un pont, c'est peut-être même Trois-Rivières-Est qui a été fréquenté par les dinosaures. Puis d'ailleurs, hein, à la fin du premier tour, on va dans un endroit où est-ce qu'il semble avoir beaucoup de boucanes, hein, beaucoup de fumée. Peut-être est-ce même le prélude aux émanations de l'usine de pâte et papier de Trois-Rivières. Hein. Peut-être que ça sentait déjà des pâtes et papier. Ça fait beaucoup de sens, mais oui. Triasique, hein? On le sait pas. Mais en tout cas, j'ose croire que tout ça se passe là, le long des futures rives du Saint-Laurent. Comme disait la chanson, si j'avais les ailes d'un ptérodactyle, je partirais pour Québec. Ouais, mais en tout cas, faudrait que je la relise là, pour voir si je suis capable de situer autant de lieux du Québec. Mais de mon côté, j'ai vraiment apprécié. Je trouve que c'est une belle BD jeunesse. Ben, appréciée d'un point de vue adulte, mais si j'avais à la remettre en cadeau, par exemple, à un jeune, je trouve que c'est une belle BD jeunesse. Il y a des points sur lesquels je tape souvent, là, que j'apprécie. L'expression faciale, Rex, à plusieurs moments, il fait des faces. On sait tout de suite, là, on comprend son émotion, surtout quand il est comme déçu, ou en tout cas, ça, c'est des choses que j'aime beaucoup, surtout quand on a un dessin, parce que c'est pas toujours facile. Hein? Des fois, il y a des visages qui sont assez minimaux, point de vue trait, mais là, on est dans un dessin un peu plus élaboré, mais on est capable de comprendre. Mais là, en plus, on est dans un animal, tu sais, un dinosaure. Donc là, moi, j'aime beaucoup l'expression faciale et je suis un peu comme un papillon. Je suis toujours attirée vers les couleurs et ça aussi, j'aime l'agencement, des belles couleurs franches, foncées. Je trouve ça beau. Donc ça, c'est le genre de choses que j'aime beaucoup dans cette BD-là. Hey, j'ai trouvé l'histoire un peu rude. On dirait que je m'attendais pas dès le départ là, à l'incendie du village, puis son père qui... c'est ça, là. Hein? On dirait que je m'attendais à un monde, justement, là, où tout va bien, des belles aventures. Un monde de licorne. Ouais, peut-être. Mais j'ai trouvé ça quand même assez rude sur le coup. Mais on ça est en 2020, Tania. Il n'y a plus rien qui tient, là. Hey, je sais, tout est rude. C'est pas compliqué. Mais ça donne justement le coup et ça donne l'envoi aux quêtes qui seront faites par la suite. J'aime aussi, on l'a mentionné, l'originalité des personnages. On n'a pas besoin d'être des grands connaisseurs de dinosaures parce que souvent, hein, on dirait qu'on fait étalage des connaissances de dinosaures avec des noms à n'en plus finir. Mais là, on s'est vraiment juste amusé. Je sais, source sûre, que Julien Paris-Sorel est un grand amateur de dinosaures pour l'avoir déjà vu embrasser un squelette de dinosaure dans un musée où il y en avait un. Je ne sais pas si je devrais dire ça en public. Je m'excuse, pas, mais Julien. bon, trop tard. Hein? Mais je pense qu'il avait pris une photo où on le voit. Donc, ça risque d'être public. Bref, tout ça pour dire qu'il y a un grand amour pour les dinosaures et ça paraît de la manière qu'il les traite dans sa bande dessinée. Et je trouvais que c'est une BD qui était faite pour nous, hein, parce qu'à la fin, il y a une liste des personnages. Donc, c'était comme ça nous parfait. Fait... quand même un bel aide-mémoire à la toute fin. Il est wise. Il y a pas, je pense que c'est un clin d'œil à notre émission. Il n'y a pas tous les personnages, mais quand même, on en a plusieurs. Comme ça, on est capable de se retrouver. Mais justement, pour les jeunes, je trouve que ça fait un bel indicateur de se rappeler qui est qui. Surtout si on n'a pas l'habitude de lire de la BD. Des fois, les personnages, on les regarde, on les manque un peu, on ne se rappelle pas trop. Mais là, au moins, on les a à la fin, puis on sait qui est. C'est simple comme ça. Alors, BD jeunesse que je recommande chaudement. Mais pour moi, je dis pas vraiment de BD jeunesse, là, à part pour la job. Ce qui est ce qu'on fait c'est ça. Qui est pas du tout une job. C'est pas payant, en tout cas. Mais non. Mais allez sur notre Patreon. Il n'y en a pas. On n'en a pas. On a des commanditaires pour ça. Ben, c'est sûr qu'en lisant ça avec mon regard de moi maintenant, je trouvais ça très, très, très jeunesse. C'est vrai que c'est
Les dialogues sont très simples. Le niveau de lecture est quand même très simple. L'histoire se suit quand même très bien. Là. C'est pas en 2 albums, il y a quand même ça va quand même assez lentement. Là. Bon, je pense qu'on tient bien la main du jeune lecteur, mais c'est justement ça qui est bien parce que je l'ai laissé sur la table et il y a une jeune fille de 7 ans qui l'a vu et qui est comme tout de suite tombée en amour avec cette BD-là. Elle l'a pris, elle a commencé à le lire, même qu'elle avait hâte que j'ai fini de la lire pour qu'elle puisse elle-même le lire. Alors, je pense que c'est ça la clé de cette BD-là. Je pense que pour un jeune lecteur qui commence à lire là, peut-être de 7 ans à 12 ans peut-être, je pense que c'est vraiment parfait. Puis ça marche, en tout cas je le constate à la maison, ça marche très très bien. Il y a quelque chose de vraiment attirant dans cette BD-là. Mais la couverture du premier, elle fonctionne vraiment bien. Les 3 personnages qui courent vers nous, les couleurs, puis évidemment, j'abonde un peu dans le même sens que vous là, pour tout le reste, là, les personnages, puis le dessin. Tout ce que j'ai à dire, c'est que Marion, papa, il a fini avec les Aventurosaures. Tu vas pouvoir les lire. Enfin! Ben, ça ne me surprend pas que Marion ait aimé ça, François, parce qu'on va se le dire, Aventurosaures, c'est de l'herbe à chat pour les jeunes lecteurs. Sérieusement, si les 2 tomes d'Aventurosaures étaient tombés dans les mains du jeune Guillaume Plante, son cerveau aurait probablement juste implosé. Il y a des dinosaures, il y a des épées, il y a des ninjas. Il manque juste une petite poche de limonade du Perrette pour cocher toutes les cases pour que je sois content. Sérieux, je tripais tellement sur les dinosaures, mais ma prof de maternelle puis mes profs de première année trouvaient ça désagréable quand je faisais des textes de dinosaures. Et il était bon. D'ailleurs, c'est ça comme il dit, ça paraît que Julien Paris-Sorel, c'est un tripeux de dinosaures parce qu'il ne s'est pas contenté des dinosaures qu'on connaît tous. Il ne s'est pas dit « je vais faire un tyrannosaure ». Voilà. Non, il s'est gâté avec des pachycéphalosaures puis des ankylosaures. Tu sais, les dinosaures de hipster. Deuxième vague. Puis oui, il faut vraiment parler du dessin qui est remarquable, ultra dynamique. J'ai la chance d'avoir les 2 albums dédicacés et c'est limite choquant à quel point il a fait des dédicaces de qualité en genre 5 secondes. C'est quoi le nom des enfants? Noé Sacha. OK, ring, ming, ming. Super beau, super rapide. Oh, ouais, c'est clair. Moi aussi, j'en ai un dédicacé puis ça n'a pas de bon sens. Et oui, on a parlé de la couleur. Sérieusement, le travail de la couleur est vraiment étudié. Je sais pas s'il a fait ça à la botche puis j'étais chanceux, mais non, les couleurs sont superbes. Le contraste des couleurs chaudes et froides sont tellement bien exécutés que je me suis arrêté pendant ma lecture pour me dire « Hey, le contraste des couleurs chaudes et froides est donc bien exécuté. » Ça dit tout. Et l'intrigue est vraiment intéressante. C'est simple, ça vise un public jeune, mais ça ne veut pas dire que c'est épuré puis minimaliste pour autant. On veut vraiment savoir où on s'en va. On ne se fait pas expliquer des choses tant que ça. Après 2 tomes, on n'a pas encore vu le méchant. On voit des personnages qui ont comme des intentions qu'on n'est pas sûr. On ne connaît pas encore leur nom. Et on a l'impression qu'il y a quelque chose de gros qui s'en vient. Je ne sais pas, il y a combien d'albums de prévus. Je sais qu'il y en a un 3e qui s'en vient, oui, mais combien il va en avoir, je ne sais pas. Il y a du jus quand même. Le seul hic, je trouve qu'il y en a un, mais probablement que les jeunes vont s'en torcher un petit peu. Je trouve que le rythme est un petit peu saccadé. Tu sais, on n'a pas affaire au syndrome de Dragon Ball, où est-ce qu'on a un épisode de 22 minutes où on a l'impression qu'il s'est passé 22 000 affaires pour réaliser en fin de compte que les héros ont juste tassé une roche qui bloquait la route. Au générique, on passe à l'épisode suivant. C'est pas à ce point-là, mais c'est quand même des livres de une cinquantaine de pages. 50 quelques pages. On n'a pas ce niveau-là de stagnation, mais on sent qu'il aurait pu plus se passer de choses. On a des moments très intenses où il se passe beaucoup d'affaires, on voyage, et après ça, on s'arrête complètement pour faire le plein d'expositions grâce à un personnage qui sait ce qui se passe, mais qui dit pas tout. C'est un peu comme faire Québec-Montréal, puis on s'arrête au Madrid à mi-chemin, mais à la place de se prendre un repas cuisse au Saint-Hubert, on remplit sa tank à gaz narrative. C'est loin d'être plate pour autant. On s'ennuie pas. J'ai vraiment hâte au tome 3 pour voir ce qui nous attend. Et mes 2 gars ont vraiment trippé. Puis c'est pas une BD de gars. Je sais pas si c'était voulu qu'il y ait des personnages de filles badass, là, mais je pense que tout le monde en a pour son compte dans ces livres-là. Là. C'est ce que je voulais dire tout à l'heure, mais en moins éloquent. Et justement, on parlait un peu de la Jean-Jean tantôt, si on veut les comparer. Donc. Mais tu sais, la Jean-Jean, il se passe tellement d'affaires. Là, c'est hyper actif comme BD, alors que ça, c'est comme l'inverse. Là, c'est zen à la limite. Là. Oui, c'est pas le même ton du tout. C'est beaucoup plus sombre que la Jean-Jean. Hein.
Et oui, il y a ça. Je l'avais complètement oublié, mais dans les points que je martèle toujours, la présence féminine, hein, quand même, sur le quatuor du tome 2, on a quand même la parité. Donc ça, bravo. Parité en dinosaure ou pas, parité, c'est une parité. L'agent Jean, moi, j'ai toujours un peu dit que c'était, imaginez l'agent Jean sur le speed, ça donnerait l'agent Jean. Oui. Voilà. Puis, tu sais, c'est un peu dans l'univers du fantastique, là, de la littérature fantasy. Là. Puis, tu sais, on comprend aussi là, ces moments d'arrêt-là, des fois, là, tu sais, c'est un peu là-dedans aussi. Là. On connaît d'autres séries là, où il y a des moments d'arrêt comme ceux-là. Là, tu sais. C'est peut-être pas une grande épopée de ramasser une dague ou des pièces d'or par terre, tu sais, mais des fois, ça fait partie du jeu. Puis là, est-ce que ça fera partie de l'histoire plus tard? On le sait pas trop, là, tu sais, mais... C'est un rythme de segments de jeux vidéo. T'sais. Le premier album, c'est comme le premier niveau. Deuxième album, le deuxième niveau. Je sais pas. Je peux pas dire, je suis pas une fan de jeux vidéo, puis en plus, je dessine pas. T'as rien pour toi, Tania. Hein? Fait que je peux pas... Je veux juste que ce soit clair pour tout le monde. Tu veux que ça soit écrit au procès verbal? Oui. Parfait. Sachez-le. Je pense que ça fait le tour pour notre tour de table. On va maintenant passer à la partie questiomètre, le questionnaire, le grand questionnaire E égale RG2. On va prendre les personnages de l'univers de Tintin et on va essayer de leur associer un personnage dans Aventurosaure et peut-être que comme ça, on va trouver le Tintin perdu. Là, vous m'entendez parler de Tintin depuis tout à l'heure avec le taux total Tintin. Pourquoi on compte en Tintin? À part le fait que c'est dans le titre de l'émission, c'est également parce qu'habituellement, on compte avec un appareil qui se nomme un goniomètre. Et Guillaume, qu'est-ce que ça fait un goniomètre? Un goniomètre, ça mesure des gonios. Et malheureusement, notre goniomètre est chez le réparateur. Donc, on doit compter en Tintin. Mais si vous, à la maison, vous avez un goniomètre, c'est très simple. Un Tintin, ça équivaut à 1,33 gonios. Donc, la conversion se fait très facilement. Donc, voilà. On commence notre questiomètre avec le meilleur Tintin. Ben là, je pense que Rex tombe sous le sens, là, en tout cas de mon point de vue. J'aime ça, comparer Tintin, de voir là, le côté bon cœur puis bienveillant. Là, puis je pense que Rex a un peu ça là, dans cette BD-là. Oui, là, je pense que la seule chose qui fait que Rex pourrait pas être un bon Tintin, c'est qu'il n'est pas roux. Ouais. Mais je pense que dans ce cas-là, étant donné que c'est un dinosaure et que les dinosaures n'avaient pas de cheveux, ça peut pas être pris contre lui. Tu sais que les couleurs de dinosaures, en plus, hein, c'est des interprétations. On ne sait pas vraiment quelle couleur qu'il avait. Il était peut-être roux, là. Oui, c'est vrai, ça. Ça continuerait notre série de roux parce que ça fait plusieurs épisodes en ligne comme ça où on a des roux comme héros. Mais Rex a une qualité qui est quand même importante dans un héros. C'est la trempe des bons héros, c'est qu'il est orphelin. Oui. Les bons héros sont tous orphelins. Dans les séries jeunesse, ils ont également un oncle. Les orphelins ont tous des oncles. Alors que là-dedans, il n'y a pas d'oncle. Il y a des oncles un peu symboliques, là, mais... Oui, c'est ça. Il y a un très bon ami du père, qu'on appellerait oncle Dactyle, mettons. Spider-Man, c'est tellement un bon héros que non seulement ses parents sont morts, son oncle est mort aussi. Ouais, c'est dur à battre quand même. Là. C'est le whole package, le paquet total. Là. Meilleur Haddock? Moi, je suis allé avec Gogo. Hein, je connais pas son nom complet, là, mais son petit. C'est vraiment le meilleur nom de personnage. Il s'appelle Giga Télémy. Oui, comment tu peux arriver à appeler un personnage comme ça Giga Télémy? C'est parfait. C'est comme tu prends Barthélemy, t'enlèves le Bart, puis tu mets Gigard. Ça n'a pas de sens. C'est exactement comme ça. Comment il en est arrivé à... C'est fou. C'est un excellent prénom. Ouais, fait qu'il y a un côté un peu rustre, hein? Il a une bonne force physique, mais il est un peu pleutre aussi, là, tu sais, il est un peu heureux, là. Un peu pissou. Ouais, disons-le comme ça. Oui, c'est mon pic aussi. Il est quasiment autant Obélix que Haddock, d'ailleurs. Oui, mais c'est pour ça que j'hésitais quand même, tu sais. Il me semble qu'Haddock, il n'a pas peur d'y aller, là, tandis que Gogo est un peu plus... il est peu heureux. Ouais, il fait Haddock quand il était encore alcoolique. Ah, ouais. Tu sais, quand il était capitaine encore, là. Là, ça va, j'adhère. Il était caché dans sa cabine. Haddock des 15 premières pages du Crabe d'eau pince d'or. Là. Oui, c'est ça. Ou dans Tintin au Tibet, ça ne tente pas d'y aller. C'est vrai. Il suit pareil. Ouais. Meilleur tournesol?
Ben, pour son côté un peu imaginatif, là, créatrice, qui connaît beaucoup de choses, moi j'avais mis Patchy, le dinosaure avec une tête. Oui, une tête. Une couronne. Non, mais ovale, là, tu sais. Ouais. Je connais pas mes dinosaures, moi. Il y a un petit côté tournesol qui, quand le tournesol il se fâche, c'est très rare, mais quand il se fâche, c'est assez laid. Elle a quand même un petit caractère caché. Pas si caché que ça. Là. Elle a un bon tempérament quand même. Puis elle est verte aussi, comme le professeur Tournesol. Comme ça, cher Trifon. Mais moi, j'étais allé un petit peu plus loin dans le cercle élargi et j'hésitais là, grâce à cette très très bonne méthode de mettre une barre oblique entre les deux noms, Syrah ou Dactyle. Parce que, oui, ils sont peut-être moins au cœur de l'histoire, mais ils ont des savoirs que le trio de base, disons, les jeunes ou Rex n'ont pas. Et ça va donner un départ à une aventure. Donc, quand ils entrent en scène, ils entrent en jeu, on va avancer plus loin. Un peu comme le professeur Tournesol peut arriver avec une invention, puis ça donne un coup à l'aventure, ça va donner un coup de départ. Donc, c'est pour ça que j'y allais vers ces deux personnages-là. Tout à fait d'accord. Je les avais notés aussi avec Patchy. C'est bizarre, par contre, parce qu'on a un héros avec beaucoup de bravoure orphelin, avec une héroïne intellectuelle avec un sale caractère, puis un ami un peu lourdeau, rigolo. Je pense que si notre podcast parlait de Harry Potter, on pourrait vraiment cocher beaucoup de cases avec ces personnages-là. Il y a des chances. Et juste pour revenir sur Syrah et Dactyle, Dactyle, c'est lui qui va les sauver d'une mort certaine et qui est le bon ami là, du père de Rex. Et Syrah, c'est la maître ninja raptor, on peut l'appeler comme ça. Il y a beaucoup de fans d'Harry Potter qui ont l'air assez crinqués, fait que je suis pas sûr qu'on aurait toffé 75 épisodes. On serait peut-être en guerre constante sur Twitter. Oh mon Dieu, oui. Ouais, il aurait fallu choisir notre maison. Tous les choix auraient été un mauvais. Ouf souffle. Mais ouais, c'est une bonne suggestion Dactyle, hein? En plus qu'il y a une infirmité, hein? comme le professeur Tournesol. Ouais. Puis une infirmité bizarre, hein? Il est censé être aveugle, mais quand même, il est quand même assez alerte, hein, ce Dactyle-là. Un peu comme Tournesol est censé être sourd, mais il entend bien ce qu'il veut, hein? Ouais, Dactyle voit bien ce qu'il veut aussi. Ouais, je pense que oui. Meilleur Milou? Ben, on ne peut pas passer sous silence ce bon vieux Brutus, hein? Grand tyrannosaure là, qui aide la gang de Rex là, pendant quelques pages là, dans le tome 1. Il y a clairement le gros bout de la chaîne alimentaire. Hein. Mais c'est quand même drôle ça que c'est tous des dinosaures, mais il y en a un qui est plus un dinosaure que les dinosaures. Oui, mais il y a les sauvages qui disent que c'est comme des dinosaures qu'on connaît qui sont plus bruts. Là. Sinon, il y a le Smiloton de Madame Gounod. Oui. Un très adorable petit chat à dents de sabre. Le Smiloton de Madame Gounod, c'était pas un vieux film français, ça? On dirait un vieux film français, oui. Ouais. C'est la suite du festin de Babette. D'ailleurs, cette séquence-là, dans les premières pages, hein, quand Rex là, fait toutes sortes de petites tâches, là, il y a plein de mots là-dedans. Là, effectivement, là, il ramasse des fruits à un moment donné aussi là, qui ont un nom particulier. Là. Je trouve ça drôle là, qu'on nous garoche plein de noms là, pour nous mettre dans l'univers là, d'un coup. Là. Meilleur Castafiore. Et moi, je vais faire un mixte. J'étais pas capable de me brancher, moi, dans cette bande dessinée-là. Ben, c'est un peu facile. Là. Je vais y aller avec les deux personnages féminins et pas parce qu'elles sont seulement à 50%, mais bien pour réaliser la Castafiore, Cory et Patchy. Ben, Patchy, parce qu'elle a une espèce de tête, une coiffure particulière. Là. Ça me faisait un peu penser à une espèce de coiffe. Il n'y a pas d'intérêt amoureux avec Cory, mais si on va dans une histoire cliché, tout est là. Au début, du moins de ce qu'on a vu, Cory, qui est une ninja raptor, là, elle se joint au groupe. Il y a comme une espèce de, tu sais, ouais, moi je fais mes affaires toute seule, ouais, pas besoin de toi, maman. Tu sais, un peu comme quand les jeunes commencent à se fréquenter un peu. Donc, je vois peut-être quelque chose d'intéressant là-dessus. Et ben, Cory a son nom dans le sous-titre, comme la Castafiore a aussi son nom dans un des titres des BD de tête. Ça se défend. C'est des femmes, c'est un moment donné, là. Leur nom valise à Cory et Patchy, ce serait-tu Catchy ou Pori? Je préfère Porri parce que ça ressemble à porridge.
Ce que je trouvais rafraîchissant, à vrai dire, c'est qu'on a 2 personnages féminins, mais ce serait le fun qu'il n'y en ait aucune des 2 qui se matchent. C'est pas parce que t'es une fille que tu sais avec des gars qu'il faut que tu finisses par sortir avec. S'il n'y a aucun dénouement amoureux, là, ça serait le fun. Ça serait effectivement très cool. Je voudrais pas être pointilleux, là, mais tous ces dinosaures-là sont des espèces différentes. Là, fait que même s'ils s'appariaient, là, hein, il n'y aurait pas d'œuf au bout de tout ça. Là. Mais tu sais, C'est vrai. peut-être que dans cet univers-là, en tout cas. Si on suit ma théorie d'Harry Potter, Gogo et Patchy, ils vont se pogner. OK. Peut-être pas. Peut-être pas. J'aimerais mieux pas. Ouais. Alors, bienvenue à E égale Harry 2. Meilleur Dupont. Moi, j'ai mis le maire. Le maire du village qui est juste toujours en dehors. Tu sais qu'il y a une fonction importante. Il est maire, comme les Dupont, qui sont des policiers, mais il est toujours en train de dormir sur son bureau, en tout cas, avant que le village passe au feu. Oui, c'est ça. Mais après, il reprend le dessus un peu, mais en tout cas. Ils font partie des services publics, là. Oui. Les services municipaux. Payés avec nos taxes. Oui. Les Dupont payés avec nos taxes. Non, j'avais mis Gigard Télémy là-dedans. Gogo, mais... Ouais, Gogo, qui est un peu clownesque. Mais tu sais, c'est un beau message d'espoir, là, le maire là, qui est narcoleptique. Tu peux montrer que même si tu es limité, tu peux quand même occuper finalement des fonctions importantes. Moi, j'ai mis les habitants de Crétencia en général. Tu sais, la ville s'appelle Crétencia. Ouais. C'est un peu comme si... Tu viens d'où, toi? Ah, moi, je viens de Gros-Caveville. Ils se font aucune illusion sur leur faculté intellectuelle. Là. Puis tu sais, il y a même certaines personnes là, que la tâche est comme quotidienne. Il faut encore une fois aller faire tel truc pour Madame Mozart, là, parce qu'elle n'est pas capable seule de rattraper son bébé puis de le laver. Ça fait un peu side quest de jeux vidéo d'ailleurs. Oui, c'est ça. 15 prostates. Je le sais pas. Moi, Ben oui, hein. Puis tu dessines pas non plus. J'allais pas dire ça. Non. Voyons donc. Mais non. T'as déjà vu un jeu vidéo, Tania. Fais-nous pas croire. Meilleur Rastapopoulos. Meilleur méchant. Guillaume, t'en as parlé un peu tantôt. On l'a pas encore vu. Il y a des... à date, il y a des hommes de main, mais... Oui, ben il y a l'ombre gigantesque de Tyratops qui plane au-dessus de l'intrigue. On l'a pas encore vu, mais c'est ça. Il y a de quoi qui s'en vient. C'est mieux d'être big. On se doute bien que ça va être lui, là. Ben, ça fait-tu bon Rastapopoulos un peu, ça? T'sais, au début, on le voit pas trop, là. On le voit juste de dos, Rastapopoulos. On voit juste ses mains et son gros cigare. Moi, je trouve que c'est parfait là, pour le grand méchant. Là. Puis il réalise un film. Peut-être que le dinosaure fait ça aussi. Peut-être. Meilleur Alan Thompson, meilleur homme de main. Nouvelle catégorie. Il y a le général Hank, ou Hank pour ankylosaure, bien sûr. Ouais, moi aussi, j'avais ça, l'ankylosaure. Il me semble être le bras droit de c'est textbook homme de main. Ouais. Ben, moi, je filais champ gauche. J'ai mis Morpho, qui est un oiseau qui sert de surveillance et qui va rapporter de l'information à une grande dinosaure rose qu'on risque d'en savoir plus dans le tome 3. Il y a cette sorcière anonyme-là du tome 2 qui est probablement un Alan Thompson. On ne le sait pas encore, puis je trouve ça rafraîchissant encore une fois qu'on introduise un personnage sans le nommer alors qu'il y a tellement de raccourcis qui auraient pu se faire, genre une case qui dit « Ceci est sorcièreosaure et elle est méchante ». Mais non. Moi, je pense on aurait vu ça dans Blake et Mortimer, mais pas dans Aventurosaure. C'est peut-être la mère de Rex. Peut-être. Mais en tout cas, je trouvais que le Morpho, ça faisait un bon homme de main. Oui, c'est vrai. Meilleur frère l'oiseau. Là, on parle vraiment des méchants là, très bas dans l'échelle des méchants. Moi, je pense que les malandrins qu'on trouve là, dans le tome 1, dans le voyage. Là. C'est un mot qu'on n'utilise pas assez, malandrin. Oui. Vrango et Grock, on remercie les esquisses de Julien pour le nom de Vrango, qu'on connaissait juste sous le nom de patron. Oui, je suis d'accord aussi avec les malandrins. C'est ça que j'avais dit. Il y a peut-être les bouliosaures, Kevo, Steggy et Adri, mais ils sont pas assez importants jusqu'à présent dans l'histoire pour qu'on leur donne un titre de frère l'oiseau. C'est ça, on ne les voit pas tant que ça. Ils font juste chercher la bagarre dans le bar au début, là, mais ça pourrait être des bons frères l'oiseau aussi. Suite nous le dira. Meilleur Irma, un personnage féminin qui mériterait un meilleur sort. Ben, moi, je pense qu'il y a n'importe quelle mère qui est séparée de son enfant mériterait un meilleur sort. Fait que je dis la mère de Rex.
Mais d'un coup, qu'elle n'est pas fine. Ben oui, mais je sais pas. Ça aurait mérité la rédemption. Tu sais, moi, je veux faire confiance à tout ça. Là. Non, mais il y a d'autres mères, par exemple, celle de Patchy et de Gogo, parce que là, leur enfant est parti avec Rex, mais elles ne savent pas où elles sont. Elles sont. Sans même un paléotexto, là. Ouais. Mais non, aucun SMS aux arts. Ouais, mais c'est ça, la mère de Rex, c'est vraiment l'Irma de Schrödinger, où est-ce qu'elle est à la fois Irma et pas, tant qu'on va pas la voir. Veut-on vraiment aller voir dans la boîte? C'est de la méchanceté quantique. Ça Je s'en va pense dans le qu'on résumé. pourra jamais aller aussi loin que ça. Jamais. Meilleur Zorino. C'est un peu tous des Zorino, ces deux compagnons, là. C'est Ouais. Ben, Patchy et Gogo, c'est son Zorino adjacent. Là. Une petite coche de plus pour Gogo, parce qu'il est tout gentil, il est tout pur, tout innocent et un peu maladroit. C'est un peu le boulet de l'équipe, là, mais il ne faut pas qu'il s'en aille. Quoique, non, il s'en va du village. Ben oui, c'est ça. Dans la vision des parents, pourquoi faut-il que Gogo et Patchy s'en aillent? Hein? Ouais. Ouais, moi, j'y allais dans la vision de pourquoi faut-il qu'un tel s'en aille, le père de Rex. Moi aussi, j'avais noté ça quand même. Ouais. Pourquoi faut-il que Rano s'en aille? C'est judicieux. Mais c'est pas un enfant. Hey, si, bon, le père de Rex s'appelle Rano, Rex s'appelle Rex, donc son mononcle s'appellerait Zor, puis son grand-père s'appellerait Ti. Ouais. Pour avoir tout le nom. Ça fait une bonne séquence. Ti, Rano, Zor, Rex. Ben, il y a Syrah, il y a Rano, puis ça prendrait un eau de Bergerac. S'il n'y a pas ça dans le tome 4, je suis en furie. Le message est passé. Celui-là, il n'est pas encore attendu. Là, fait que c'est le moment de lancer tes messages dans l'univers. Ouais, c'est ça. Je fais ma liste d'épicerie. Meilleur Séraphin Lampion, personnage casse-couille. C'est là, moi, que j'ai mis le maire du village avec sa liste d'épicerie puis son endormi. Moi aussi. Moi, j'ai mis les sauvages parce que, oui, c'est des méchants, mais ils réussissent tout le temps à s'échapper. Fait que finalement, ils sont juste gossants parce qu'ils sont dangereux, ils font peur, mais c'est correct. On s'en sort quand même. Fait que j'ai mis les sauvages et un peu Gogo. Moi, j'attends le tome 3 pour me prononcer. C'est une autre case dans laquelle on peut mettre les fameux voyous, les bouliosaures de tantôt, qui sont pas assez méchants pour être des antagonistes, mais sont assez gossants pour être des séraphins lampions. Meilleure boucherie sans eau, meilleur commerce. Pas mal juste une espèce d'auberge-bar. Sinon, ben, on mentionne souvent aussi, tu sais, le mésoïque, là, on dit souvent le mésoïque, là, ça me semble être peut-être une divinité ou quelque chose, là, mais en tout cas, ça serait le nom du royaume. Le royaume, OK. Comme le Mordor. OK, on le dit souvent. Meilleur goniomètre, meilleur objet. Ben, je pense que le pendentif que porte Rex, ça pourrait être un bon goniomètre, là. Qui va sûrement finir par garrocher à bout de bras d'un bateau. Ou je me mêle avec quelque chose. C'est peut-être même un goniomètre. Peut-être. On ne sait pas. Mesure les gonios. On le sait pas. On ne sait pas. Meilleur Michel, qui, on vous le rappelle, parce que vous vous dites sûrement, mais qui est donc Michel dans les aventures de Tintin? C'est l'ingénieur de la fusée dans Objectif Lune. Personnage qu'on voit 3 cases, qui est très charismatique, très beau bonhomme et qui a vraiment trop de charisme. Donc, voilà. On cherche le meilleur Michel dans Aventurosaure. Là, je pense que vous serez tous d'accord que le beau gars, c'est Braki. Yes! Yeah! Ah! Braki, là! Team Brack. C'est Broki. Braki, là, il est fait fort, il est beau, il est courageux. Il est long sur pattes. Il est comme... il est fort. Il est narfé. Mais on le voit beaucoup pour un Michel, mais... Qui est attentionné, hein, il prend soin de Rex. Là, hein, on dit même dans les descriptions de personnages qu'il en prend soin un peu comme son petit frère. Là, fait que ça me donne un côté aimable en plus à ce cher Braki. Et finalement, catégorie qu'on a depuis 2 épisodes maintenant, la chanson qu'on pourrait associer à Aventurosaure. Moi, je vais y aller en premier parce que j'ai fait un choix paresseux. Puis je vais être sûr de pouvoir le dire. Où sont passés les dinosaures de Michel Rivard? C'est le choix très paresseux, tellement paresseux que j'avais trouvé un backup au cas où. C'est pour ça que je voulais le dire en premier. Ben moi, j'aime ça des fois me mettre une musique d'ambiance aussi. Là. J'avais mis la musique d'ambiance du Parc Jurassique. Je trouvais que tout ça allait bien avec cette lecture-là.
Ben moi, c'est ça. Donc, mon backup, j'ai Dinosaur de King Crimson. Moi, je mets la toune du dessin animé Denver, le dernier dinosaure, une chanson qui a de quoi plaire aux amateurs de dinosaures et du Colorado. Un diagramme de veine quand même. Le croisement de ces personnes. Ça, c'est un large public. Ouais. On a passé les personnages de Tintin. Est-ce qu'on a trouvé le Tintin perdu dans Aventurosaure? Bien, la façon de le savoir, hors de tout doute, c'est avec le taux total Tintin, qui, je vous le rappelle, est une note qu'on donne basée sur la ressemblance ou pas avec les aventures de Tintin. C'est absolument pas basé sur si on a aimé ça ou on n'a pas aimé ça. Donc, chaque membre de l'équipe, on va donner notre taux Tintin individuel. Par la suite, on va faire le taux total Tintin. Et ce taux total Tintin sera converti en graphique, un graphique en pointe de tarte Tintin qu'on retrouvera sur notre page Facebook. Êtes-vous en mesure de me donner un taux Tintin? Moi, j'y vais de 31 parce qu'on a quand même une petite équipe, un noyau. On a un héros, comme on l'a dit, qui ne prend que son courage pour aller vers sa quête. On a quand même des méchants aussi. On est capable de faire quelques parallèles. Mais j'ai juste dit le mot parité tantôt. Là. Quand on a le mot parité, c'est sûr qu'il n'y a pas de Tintin proche. C'est pas 7 à 77 ans, c'est vraiment jeunesse. Donc là-dessus, on perd des Tintins aussi. Et il n'est pas roux. Hein? Dans les dernières semaines, ça donnait des points, mais là non. Donc, j'y vais avec 31. Moi aussi, je donnais 32 Tintin, hein, à croire qu'on s'était parlé, mais non, hein, on a fait ça chacun de notre côté. Moi aussi, j'ai trouvé que c'est vraiment la brochette de personnages, là, puis on l'a vu dans le questionnaire, là, que vraiment, on a trouvé chaussures à nos pieds là, sur les personnages. On a des caractères là, assez similaires aux personnages de Tintin. Mais effectivement, du côté des enquêtes, puis du ton, on est moins dans le tintinesque. Puis, il n'y a aucun véhicule dessiné très bien par Hergé, là, avec beaucoup de temps. Là. Fait que, Ouais. C'est vrai que ça manque de char. ouais, pas de conduite intérieur noir. C'est important, les véhicules dans Tintin. Hein? Fait que, mais en tout cas, 32 Tintin, quand même, on y trouve notre compte un peu. Moi, je vais y aller avec un 40 Tintin quand même. Pas de sapristi, il n'est pas roux. C'est sûr qu'il n'y a pas de... que c'est plus jeunesse au lieu d'être pour tous. Mais j'ai quand même retrouvé certaines qualités, si on veut, symboliques là, avec Tintin. Donc, c'est pas assez pour avoir la note, si on veut, de 50% là, qui ferait basculer vers le plus tintino-ludique. Mais je vais donner quand même pas très loin, donc 40 pour moi. Moi, je vais rejoindre Tania et Olivier avec 30 Tintins parce qu'à mon humble avis, dans Aventurosaure, le héros, il a une charge émotive que Tintin n'a pas. Rex, lui, a perdu ses parents, il est triste. Et Tintin, lui, on dirait qu'il se lève le matin puis il trouve un diamant dans sa pantoufle. Alors, puis justement, il y a une chance. Rex n'est pas chanceux pantoute. Là. Lui, là, une balle va pas y ricocher sur les côtes, croyez-moi. Là. Fait que 30 Tintins, mais 89 Harry Potter. Alors, ce qui nous donne un taux total Tintin de 33, est-ce que vous allez me taux total Tintin shamer avec mon gigantesque 40? C'est le taux total Tintin du Christ. Oui. Et on serait pas arrivé sans toi. Donc, on te taux total tintinera, shamera pas. C'est bien smart. Alors voilà pour le taux total Tintin d'Aventurosaure. On vous rappelle que c'est évidemment basé seulement sur la ressemblance avec Tintin et pas sur la qualité. Si vous voulez donc revoir tous les taux total Tintin, c'est sur notre page Facebook. Comme je disais, on met le graphique à jour depuis quelques semaines maintenant, à chaque semaine sur notre page Facebook, E égale RG2. Vous pouvez écouter tous les épisodes depuis la saison 1 en balado sur Apple et Google. Vous pouvez également retrouver tous les épisodes sur notre site web erg2.com. On est également sur Twitter avec le compte ERG2 et avec le hashtag MatraqueMolle. Hashtag MatraqueMolle que vous pouvez également utiliser sur Instagram pour nous taguer dans des stories ou, comme Tania aime bien le dire à chaque semaine, envoyez-nous vos photos de vous. Oui, j'ai reçu une belle pile de Archie, mais une photo qui est dans une toilette de roulotte. Ah! Et là, sur le coup, j'étais très, très heureuse. On salue d'ailleurs notre auditeur. Mais là, je me disais, parce que moi, je demandais aux gens d'envoyer une photo quand ils nous écoutent. Et là, je ne sais pas si c'était
une photo de la pile de Archie où il nous écoutait sa toilette. Puis je veux pas le savoir. Non. C'est le rare cas où on veut pas le savoir. Voilà. Mais c'est toujours sympathique de penser à nous. Et la semaine prochaine, Guillaume, je ne sais pas si tu te souviens, en 2018, nous avions fait un épisode sur la BD de super-héros. Mhm. Et dans cet épisode du combat des genres, il fallait tous choisir une bande dessinée de super-héros. Tu avais choisi Hawkeye, ce qui est absolument pas un mauvais choix. Mais moi, bon joueur, n'a absolument rien dit sur ton choix. Mais mon choix à moi était Watchmen. Et c'est un choix paresseux. Ben voilà. Tu as dit que Watchmen, probablement l'une des plus grandes BD de l'histoire des comic books américains, était un choix paresseux. On n'en est pas revenu. Je persiste et signe. Eh bien, la semaine prochaine, c'est le dernier épisode de la saison et on va essayer de trouver Tintin dans Watchmen, ne t'en déplaise. Ah ben. On trouvera peut-être pas Tintin, mais on va trouver de la mauvaise foi à un niveau encore jamais atteint. Fait que je t'attends au Doolies, on va régler ça comme des hommes. Et la semaine prochaine, On va se claquer sans distanciation sociale. ça va faire mal. Et donc, la semaine prochaine, quoi qu'il arrive, nous allons chercher Tintin, coûte que coûte, dans Watchmen. J'ai hâte. Alors, mon nom est François Anger, avec Tania Beaumont, Bye. Olivier Morissette Merci, salut. et Guillaume Plante. Au revoir. Nous, on vous dit peut-être à la semaine prochaine pour un autre épisode de Égal RG2.